Bonjour et bienvenue à l'épisode 51 de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy Et moi, c'est Aïssata. et on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'annonce fort en couleurs. Fort en couleurs, fort en émotions. En tout cas, écoutez seulement, mais sachez que c'est chic. C'est chico, c'est chic. C'est toujours chic, hein, mais c'est chic. Bonne écoute. À tout. L'histoire commence en 2014. Ma mère était de passage à Paris chez une de ses amies et il y avait sa fille qui était à la maison. Donc, elle lui a demandé si elle était en contact avec moi parce qu'on se connaissait étant petit, mais on avait perdu un peu le contact avec le temps. Donc, il a répondu que non et ma mère lui a passé mon numéro. Et 2 semaines plus tard, elle m'a contacté sur Facebook. Elle s'est présentée disant qu'elle avait eu mon numéro par le biais de ma mère. Et elle a demandé si on pouvait parler et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à échanger. On a commencé à se rapprocher. Elle m'a raconté sa vie là-bas, comment ça se passait, le premier boulot qu'elle venait d'avoir, ses relations passées. Et je pense au fil du temps, on a commencé à se rapprocher du fait des discussions qu'on avait, de la proximité, du fait qu'on se parlait aussi presque tous les jours, des fois jusqu'à tard dans la nuit. Je pense que les sentiments ont commencé à se développer là, à cette période-là. Et sentiments naissants, moi, vraiment quand j'ai la conviction que voilà, ce truc-là, c'est pour moi, je ressens ces émotions-là, je le dis. Moi, j'étais le premier à lui dire que je l'aimais. Donc, bon, elle m'a pas répondu. Elle m'a juste dit un truc merci et tout. Voilà, qu'elle n'en était pas là. Je lui ai dit, ok, bon, moi, je te le dis, quoi. Ça m'a pas blessé. Oui, je savais ce que je voulais. Et quand je veux quelque chose, c'est tout pour l'avoir. Et je pense, un mois après, elle en avait parlé à sa mère de où on en était par rapport à notre relation et nos échanges et que je lui avais proposé de venir me voir au Canada. Donc, sa mère a dit, c'est une très bonne idée, va le voir et tout, ça va vous permettre de mettre des mots sur les choses et savoir comment vous fonctionnez quand vous êtes ensemble. Donc, elle a pris son billet, elle est venue me rejoindre au mois de décembre et on a passé du temps ensemble, c'était super bien, on a vu qu'il y avait vraiment cette affinité, aussi cette connexion qu'on ressentait à la caméra. Elle était vraiment présente physiquement aussi lorsqu'on était ensemble. Le séjour s'était super bien passé, j'ai essayé de le rendre le plus romantique possible, j'ai fait voir ma ville, mes amis, essayer de montrer les spots les plus les mieux dans ma vie et tout. Donc, c'était super bien. Donc, après, on a décidé de se mettre ensemble. Elle est retournée en Belgique. Et moi, étant étudiant à l'époque, on a décidé que l'été, c'était moi qui venais la voir et elle viendrait en décembre, lorsqu'elle pose ses congés. L'été 2016, j'étais venu la voir en Belgique. Et j'avais constaté quelque chose de bizarre. Lorsqu'on était intime et tout, elle avait l'habitude de prendre la pilule. Et là, durant mon séjour, je la voyais pas prendre la pilule. Donc, je me suis posé la question de savoir bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, je constate que je ne dois pas prendre la pilule et tout. Elle me dit, ah, elle pensait qu'elle m'avait dit, elle a arrêté, ça fait 3 mois. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est le début des problèmes dans notre relation. Tout se passait bien avant ça. Elle me dit ça, j'ai pris ça comme je me suis dit, bon, je pense pas qu'il y aura quelque chose après, mais il se trouve que ce même été, quand j'étais venu en Belgique, après, elle était venue en Côte d'Ivoire pour la première fois, parce que je voulais la faire découvrir mon pays et tout. Et durant son séjour à Abidjan, elle a eu un retard de règles. Donc, on a fait un test de grossesse, ça s'avère qu'elle était enceinte. Donc, moi, étant un peu en panique, je suis étudiant, je vais être père, j'avais quoi à l'époque 24 ans. Je me suis dit, bon, c'est un peu chaud, je savais pas trop comment l'annoncer à mes parents. Mais j'ai pris sur moi, je me suis dit, un enfant, c'est toujours une bonne chose et tout. Et bon, les choses se passent bien avec elle, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, allons avec ça. Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, elle était un peu en panique, un peu comme moi. Elle ne s'attendait pas du tout à ça, mais je tiens à préciser que durant les 2 ans après qu'on ait commencé la relation, elle me parlait beaucoup d'enfants.
qu'elle voulait un enfant et tout. Moi, je lui disais que moi, je veux bien faire les choses. Je finis d'abord mes études, je travaille. Et après, je fais la demande en mariage et après, on suit les enfants. Donc, elle semblait être OK avec ça. Donc, comme j'ai dit, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas pris ses pilules. Et c'est à Abidjan, après le test, qu'on s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Donc, elle était stressée. Elle me disait au départ qu'elle voulait avorter. J'ai répondu que non. Bon, ma foi étant chrétien, m'interdit l'avortement. Je suis contre. Donc, je lui ai dit, bon, on va le garder et puis on va annoncer ça à mes parents, quoi, même si c'est stressant. Donc, j'ai attendu qu'elle reparte en Belgique et je suis d'abord allé voir mon père pour lui parler de la situation. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé, papa. Bon, ma copine est enceinte, on s'était pas prévu, mais je comprends mes responsabilités. Je m'attendais à ce qu'il soit énervé, mais il a plutôt très bien pris. C'est une très bonne chose et tout, que au moins toi, ton enfant, tu seras encore jeune quand il sera à l'université. Donc voilà quoi, c'est pas plus mal. Ne t'inquiète pas, toi tu continues tes études. S'il faut s'occuper de quoi que ce soit, on va prendre ça en charge. Donc, l'étape du père, c'est fini. Il faut aller voir maintenant la maman. Là, ça passe beaucoup moins bien. Donc, je lui annonce, elle est contrariée, elle s'inquiète pour moi par rapport à mes études, à mon futur, devoir gérer un enfant alors que je suis encore étudiant. Donc, je la rassure. Je lui dis que mon papa est au courant. Moi, lui, c'était OK avec lui, que ne vous inquiétez pas, je vais bien gérer tout ça. Donc, bon, elle finit par l'accepter. De son côté, ma copine parle de ça à ses parents. Ils le prennent plutôt bien. Parce que une chose que je voulais mentionner aussi, c'est qu'elle avait elle risquait de ne pas pouvoir enfanter. Parce qu'elle a un trouble hormonal qui fait qu'elle a un problème au niveau de l'ovaire gauche, je ne me trompe pas. Donc, ils étaient plutôt contents pour elle. Donc, on décide de garder l'enfant au final. Donc, vient la première écho. Je vois le petit embryon là. Je suis content. Je dis, ah, bon, c'est réel. On a fini de dire qu'elle est enceinte, mais c'est réellement. Ça se concrétise, quoi. On voit vraiment que c'est réel. Au bout du 7e mois, il y a un problème avec la grossesse. Elle fait une prééclampsie. Notre fille devait naître au mois de mars. Donc, c'est au mois de janvier qu'elle fait la prééclampsie. Donc, on doit intervenir d'urgence pour faire sortir le bébé parce elle me faisait de l'hypertension. Donc, il fallait faire sortir le bébé au plus vite. Donc, l'intervention s'est bien passée. Ma fille est née à 7 mois, prématurée. On était tout branchés. Là, moi, ça me faisait bizarre. J'étais un peu stressé. Je me dis, j'ai pas envie que quelque chose de mal arrive à cet enfant. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Donc, elle est sortie de l'hôpital après, je pense, 1 mois et demi, la petite, avec sa mère. Donc, moi, je suis arrivé en mars, vu que c'était en mars qu'elle devait naître. Donc, j'avais pris mes billets pour mars. Donc, j'arrive en mars, je prends ma fille pour la première fois dans mes bras. Je suis tout ému. Parce qu'elle est toute petite là. Mais je suis tout ému et voilà. Bon, j'ai du mal à réaliser que je suis père parce que j'ai pas enfant 100% du temps. Moi, je suis de l'autre côté et tout. Mais voilà. C'est là, j'essaie d'assumer mon rôle de père et de réaliser que voilà, je suis père et faire ce qu'il faut. Notre relation passait bien. Juste après la naissance, il n'y avait toujours pas de problème, mais il y avait beaucoup d'incompréhension. Par la suite, après que la relation s'est terminée, je me suis rendu compte qu'à cette période-là, elle faisait un postpartum. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Donc, j'interprétais mal beaucoup de ses réactions. Je n'avais pas les bonnes clés pour pouvoir l'aider ou bien comment réagir par rapport à ça. Donc, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de disputes qui n'avaient pas lieu d'être. Je pense, bon, si j'avais pu comprendre un peu ce qui se passait, j'aurais réagi différemment. Mais je pense qu'à cette période, il y a beaucoup de blessures qui ont été faites de part et d'autre. Donc, ça a commencé à impacter notre relation négativement. Donc, les communications étaient plus rares. J'essayais toujours d'être présent. Il faut dire aussi que bon, j'ai un gros ego, donc je voulais prendre ma responsabilité de père. Donc, j'ai pas accepté que mes parents m'aident. J'ai pris un boulot sur le campus. Je taffais.
je faisais mes cours et donc c'est moi-même qui payais mes billets pour venir, c'est moi-même qui, m'occupais de ma fille et tout, donc voilà, ça fait que j'avais plus de vie sociale finalement. C'était ma fille, ma copine et le travail, oui, l'université. Donc je pense que j'étais arrivé à un niveau où je pense à cette époque-là, je faisais un burn-out, ce qui faisait aussi que même si j'étais présent à la caméra pour elle, mais j'étais pas présent là, mon esprit n'était pas là, je pensais à autre chose. Et elle le sentait, elle disait toujours que je suis là, mais elle sent pas vraiment que je suis présent. Donc, comme j'ai dit, beaucoup de disputes et cette incompréhension et cette distance qui est en train de se créer du fait de moi, ce que je vis de mon côté et elle aussi qui se sent pas comprise après en étant mère aussi solo, plus ou moins mère solo à s'occuper de l'enfant 80% du temps quand je suis pas là. On a fonctionné comme ça jusqu'à ma remise des diplômes. À la base, elle était censée, moi, venir me rejoindre au Canada lorsque je trouve du boulot et puis on avait fonctionné comme ça. Mais à l'approche de ma remise des diplômes, elle était plus trop sûre de venir. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de disputes. Elle a commencé à remettre en cause la relation. Elle me disait qu'elle était plus trop sûre de continuer, qu'elle réfléchissait et tout. Bon, moi, je pense à la période, j'avais qu'elle. Donc, j'étais pas dans une optique de mettre fin à la relation. J'ai essayé de la convaincre de remettre les choses en perspective et d'essayer de se donner une nouvelle chance. Donc, elle vient pour une remise des diplômes en décembre 2018, finit ma remise des diplômes, elle retourne en Belgique, mais les choses sont toujours compliquées. Elle remet sur la table le fait de rompre, qu'elle sent pas trop la relation, qu'on est beaucoup trop différents et qu'on se comprend pas, beaucoup trop de disputes et tout. Bon, je lui dis, bon, on n'a jamais vécu ensemble. Et relation à distance, c'est super compliqué parce que on peut dire la chose avec des mots, mais l'émotion de l'autre peut être mal interprétée ou bien ses propos peuvent être mal interprétés du fait de la distance, on n'est pas physiquement l'un en face de l'autre, donc c'est compliqué. On donne une chance. Moi, je suis prêt à laisser l'offre que j'ai, venir te rejoindre en Belgique et on va voir comment les choses vont fonctionner. Mais je sais pas, mon intuition d'homme me disait qu'il y avait un problème. Même pendant qu'on avait nos disputes et tout, après la naissance de la petite, on se parlait tous les jours et des fois jusqu'à tard dans la nuit. Et lorsqu'elle a commencé à remettre en question la relation, on pouvait se parler et on faisait 21h, 22h, ah non, elle est fatiguée, elle allait dormir. C'était jamais arrivé. Donc quand on a certaines habitudes avec quelqu'un, on sent que les habitudes changent, on se pose des questions. Donc je lui avais posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un problème et tout. On m'a toujours répondu que non. J'ai dit ok. Donc je quitte le Canada, je viens à Abidjan faire mon visa pour aller la rejoindre en Belgique. Donc j'arrive, mais je suis pas tranquille. J'étais arrivé au bout de 2 jours, j'étais toujours pas tranquille par rapport à cette affaire. Pourtant tout se passait bien, elle avait complètement changé, elle était beaucoup plus ouverte et tout, mais j'étais pas tranquille. Et un jour, elle était au travail, j'étais à la maison, en train de faire le ménage, et j'ai une petite voix dans ma tête qui me disait: «Ouvre son ordinateur pour voir». Parce qu'elle avait un Mac, donc elle est synchronisée avec son iPhone, donc les messages, ils se retrouvaient sur son ordi. Donc j'ouvre son ordi, arrêtez son mot de passe. J'ouvre son ordi, je rentre dans les messages, je vois rien. Quelque chose me dit: ouvre le WhatsApp. Et j'ouvre WhatsApp, je regarde ses conversations et tout, et je tombe sur une conversation avec un gars. Le nom me dit quelque chose, c'était un ex à elle dont on m'avait parlé. Je me dis, bon, il lui parle, c'est un peu bizarre. Et hier, il est entendu parler. Donc je rentre dans les messages, je descends dans le fil de conversation, je me rends compte qu'elle parle à ce gars depuis super longtemps, au moins 1 an, avant que j'arrive. Et je découvre qu'elle me trompe en disant des messages. Donc lorsque j'ai appris ça, c'est comme si genre tout s'effondrait autour de moi. Genre la réalité que je pensais être ma réalité c'est pas réellement la réalité. Et j'essaie d'appeler sa sœur, elle a une petite sœur. Donc j'essaie d'appeler sa sœur et j'ai toujours l'ordinateur ouvert devant moi. Je lui dis j'appelle, je lui dis je viens d'apprendre quelque chose, je veux juste savoir si tu étais au courant. Parce que tu es avec elle ici, c'est que vous êtes proches, elle te parle de tout, même des choses compliquées. Est-ce que tu es au courant de cette affaire-là? Qu'elle parle encore à son ex et tout. Elle me dit non, qu'elle n'est pas au courant, mais que elle voit les efforts que je suis en train de faire pour essayer de faire marcher les choses et qu'elle pense que ça doit être une erreur qui est arrivée comme ça parce qu'elle se sentait peut-être insécure ou pour quelconque raison que ce soit. C'est peut-être ça qui a entraîné
cette situation, mais que de ne pas douter de l'amour de sa sœur et tout. Pendant que j'étais au téléphone avec elle, elle a envoyé un message et comme j'ai l'ordinateur ouvert devant moi, je vois le message passer et ce message dit ton copain est au courant de l'affaire, quoi. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Je viens de me dire que tu n'étais pas au courant et tout. Et elle se rend compte de ce que je viens de lui dire, que j'ai ouvert l'ordinateur. Elle avait complètement oublié. Donc, elle voit que je vois les messages qu'elle envoie. Donc, elle se confond en excuses. Non, c'est pas ça. Que elle est obligée un peu de parler à sa sœur parce que je dis bon, ok. Donc, moi, énervé, je raccroche avec elle. J'envoie un message à ma copine qui n'a toujours pas ouvert le message que sa sœur lui a envoyé. Donc, elle n'est pas au courant. Non, je n'aime pas envoyer un message. Je l'ai appelé directement. Et elle décroche. Bonjour bébé, ça va? Je suis à ma pause. Je laisse mes collègues. Bon, je viens de te parler. Donc, elle me parle. Je dis bon, tu vas aller par carte chemin. J'ai ouvert ton ordinateur. J'ai vu un message WhatsApp. Je sais que tu pars à ton ex. Tu sais ce qui s'est passé. Tu rentres tout à l'heure. On va en parler. Elle est en panique. Elle se confond en excuses que c'est pas ce que je crois et tout. Qu'elle arrive et tout. Donc, moi, je raccroche. Je suis déjà énervé, je raccroche. J'ai pas envie de lui parler. Elle quitte le boulot expressement. Elle oublie de prendre sa voiture. Ouais. Elle prend un Uber. Elle me rejoint à la maison. Elle sonne. J'ouvre la porte. J'ai pas envie de la voir, donc je m'éloigne. Elle se rapproche. Elle s'arrête. Elle fond en larmes. Elle me dit qu'elle est désolée. Elle se met à genoux. Je pense que l'acte en lui-même m'a fait sortir de mes gants parce que je suis fait tout ça pendant une période d'1 an. Tu as eu le temps de réfléchir, te rends compte que j'aurais pu savoir à un moment et c'est seulement maintenant que tu regrettes, quoi. En fait, je l'aurais pas regretté si j'avais pas su parce que tu parles à la personne avec. Bon, j'ai un problème avec ça. Bon, c'est peut-être moi ma lecture, mais avec le temps, j'ai eu une nouvelle perspective de l'affaire. Donc, je suis énervé, elle essaie de s'excuser, j'ai pas envie de lui parler, donc je m'éloigne parce que j'étais tellement énervé que j'avais peur de lui faire du mal. Donc, je me suis isolé dans une pièce pour me calmer. Donc, j'ai pris le temps de me calmer. Elle, se sentant mal, est descendue de l'appart et allée marcher dans le quartier pour prendre de l'air. Dans la même journée, on a désolé la petite à la garderie, il faut aller la chercher. Donc, la mère étant en panique de son côté, je me lève, je lui dis, envoie un message que je vais aller chercher la petite à la garderie. Donc, je descends, je vais prendre la petite, je reviens à la maison, je lui donne à manger et elle revient. Donc, elle s'assoit à côté de moi. Il n'y a pas de communication. Je finis de m'occuper de la petite. Je vais la laver. Mais je la couche. Elle est toujours assise à la cuisine. Et maintenant, je reviens. Mais elle voulait qu'on parle un peu de la situation, quoi. Donc, elle essaie de s'expliquer, me dire qu'elle traversait une mauvaise passe et qu'elle n'a pas voulu que les choses se passent comme ça, qu'elle regrette, qu'elle va changer, qu'elle va faire des efforts par rapport à ça, qu'elle va plus parler aux gars et tout. J'ai dit OK. Je croyais pas trop ce qu'elle disait, hein. Et j'ai dit OK. Donc, j'avais toujours des suspicions par rapport à ça. Donc, j'ai laissé faire. Et je pense que c'était quelques jours après, toujours la même intuition, va voir son WhatsApp. Elle a toujours laissé son ordinateur ouvert après ça. Je comprends pas. Je trouve que c'était pas très smart de sa part, mais bon. Donc, je rentre, j'ouvre et je vois qu'elle entre, elle part encore au gars. Je l'appelle. Elle lui avait fait comprendre que j'étais au courant, qu'il pouvait plus se voir, mais bon, qu'elle avait du mal à arrêter de lui parler. Donc, c'est ce que je lui dis au téléphone. Il dit, bon, j'ai lu les messages, voilà ce que tu as dit. Elle me fait comprendre que je comprends pas trop l'affaire, que c'est compliqué, patati patata. Et moi, à l'époque, je pense que, vu que j'allais pas bien, après ce que je viens d'apprendre, j'étais venu la rejoindre, mais j'allais discuter autour du travail aussi. Donc, bon, j'avais tellement de problèmes dans ma tête. Je pense que je traversais moi aussi une période de dépression. Donc, j'étais aussi dépendant émotionnellement aussi d'elle, je pense, durant cette période-là. Donc, ce qu'elle a dit, bon, j'ai pris ça comme ça. Mais bon, on s'est engueulé un peu au téléphone. Lorsque je vais les confronter à ça, alors, on essaie de faire fonctionner les choses. La communication devenait de plus en plus difficile vu qu'il n'y a pas de confiance, moi, de mon niveau. Et elle aussi a peur que je fouille dans son téléphone. Et donc, voilà. Donc, un soir, elle rentrait du taf. Normalement, elle quitte le travail à 17h. Elle devait être à la maison au bout d'une heure. Il est 19h, je la vois toujours pas. Donc, j'appelle. Elle décroche pas. Elle m'envoie un message que non, elle est dans un call avec sa boss.
qu'elle peut pas trop me répondre, mais qu'elle rentre tout à l'heure. À l'époque, on partageait aussi nos fine. Au fait, c'était vraiment n'importe quoi. Et on l'a fait pourquoi? On l'a fait parce que elle avait beaucoup d'insécurité du fait que moi, j'étais à distance. Donc, elle voulait pour moi savoir si je lui dis que je suis avec des amis, savoir que moi, je suis avec tes amis et tout. Non, moi, j'ai pas eu de problème, je vais partager ma localisation. Donc, elle aussi m'a partagé la scène, j'ai jamais regardé. C'est durant cette période-là que je regardais beaucoup sa géologue et je me rends compte que elle est à un point, elle n'a pas bougé, ça fait 1 heure. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait et elle répond pas au message. Donc, ok. Elle rentre, elle me fait un câlin et tout. On se pose à table, on mange. Je ramène pas le sujet. Je sais qu'elle était quelque part. Je sais pas c'était où, mais je ramène pas le sujet sur la table. On va se coucher. Au beau milieu de la nuit, je me réveille à 1 heure. Je prends son téléphone et je vérifie si effectivement elle est en train de parler à sa boss. Il n'y avait pas d'appel. Il n'y avait pas d'appel, donc elle a appelé personne durant ce laps de temps. Donc, elle était quelque part, effectivement, je sais pas, elle était avec qui, qu'est-ce qu'elle a fait. Et bon, moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je me suis fait attraper le même soir. Hein. C'est je réveille à 1 heure là. Elle aussi se réveille, elle me voit pas à côté. Elle arrive au salon, elle me voit avec son téléphone. Et bon, c'est un peu embarrassant, mais je lui donne son téléphone. Je dis, bon, tu t'es pas en collègue ta boss, quoi. Elle dit au stade, on est arrivé, genre, la communication, c'est impossible. Il faut qu'on envoie quelqu'un qui puisse nous aider à mieux communiquer. C'est ainsi qu'on décide de voir un psy pour nous aider dans notre communication de couple et par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, on fait la première séance. C'était une femme. Elle nous prend à part pour comprendre un peu la perspective de chacun, le point de vue, ce qui s'est passé. Et durant la deuxième séance, elle nous prend ensemble et essaie de faire un truc, un intermédiaire, essaie de nous raisonner, faire comprendre que, voilà, il y a beaucoup de blessures de part et d'autre, il faut travailler sur la communication et tout ça. Et durant cette séance, elle nous a redemandé de parler un peu des blessures de chacun. Et je me rends compte que la façon dont ma copine raconte les faits, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Il y a une déformation de la vérité. Et moi, quand je raconte quelque chose, ça doit être exact. Donc, j'ai un problème avec ça. J'en parle pas. Avant la troisième séance, toujours n'ayant pas confiance, j'ai trouvé un moyen de pirater son tel. Donc, je tombe sur un message d'elle avec une amie à moi que je lui ai présentée, qui l'encourage à voir le gars. Je me dis, mais c'est lunaire, ce truc. Donc, durant la troisième séance, je mets le sujet sur la table et je pète un câble. Je dis, j'en ai marre un peu de cette séance où on vient, elle passe son temps à mentir, vous essayez de nous raisonner, vous avez sa version, vous savez très bien ce qu'elle fait, vous parlez pas. Moi, je continue plus ces séances-là. Elle choisit, soit elle continue de voir le gars, soit je me barre. Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc, je pète un cap sur le psy, sur elle, et je pars. Donc, je suis hors de la salle. Chose marrante, on est venu avec une seule voiture. Il faut rentrer ensemble. J'ai fini d'insulter tout le monde. Donc, le chemin retour, c'est très silencieux. On ne parle pas beaucoup. On rentre à la maison. J'ai oublié de lui dire que la psy aussi avait demandé à nous revoir le lendemain. Ayant vu ma réaction, elle dit, c'est très bien problématique. On va calmer le jeu. Je vous vois individuellement le lendemain. Donc, elle revoit ma copine le lendemain en premier. Elle lui fait comprendre durant la séance, c'est ma copine qui m'a dit que ce mec, il vous aime. Il a quitté, il a laissé tout, sa vie au Canada, pour venir vous voir. Et je vois les efforts qu'il fait. J'entends ce qu'il me dit, j'entends ce que vous me dites et tout. Si vous le laissez passer, vous essayez d'être malheureuse, on ne revient pas après plus tard pour pleurer. Elle lui a dit ça. Moi, je pense ça comme si elle est censée dire ce genre de choses-là. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon. Donc, c'est ce qu'elle lui a dit. Moi, après, j'ai eu ma séance avec elle, essayer de me calmer et tout. On a essayé de revoir un peu ma réaction, pourquoi j'avais réagi comme ça et tout. Donc, fini ma séance, je rentre à la maison. Et à la maison, elle m'attend. Donc, elle veut qu'on parle. Elle me dit qu'elle a pris une décision, qu'elle a arrêté de parler au gars, qu'on va essayer de faire fonctionner les choses. Et puis voilà. Mais sauf que bon, c'est un peu compliqué après tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a encore beaucoup plus de blessures de part et d'autre qui sont créées. Donc, la complicité côté fusionnel qu'on avait au départ, qui a commencé à se déliter après la naissance de la fille et après la découverte de son infidélité, n'a pas permis qu'on puisse reconnecter comme on aurait voulu. Donc, le psy, je pense, c'était un peu après la découverte de l'infidélité.
On a essayé de fonctionner comme ça. Moi, c'était compliqué pour moi de mon côté. Je trouvais toujours pas de travail. En tant qu'homme, un peu, ça pique un peu de ne pas pouvoir assumer son rôle comme on le veut. Toute mon épargne était finie. C'est là où j'étais arrivé. Donc, je continuais toujours de chercher du boulot, je trouvais pas. Donc, au bout du 7 ou 8e mois après mon arrivée, on a eu une énième dispute, mais qui, moi, me fait me sentir en danger. Parce que on se dispute et tout. Et à un moment, elle s'est sortie de la pièce. Je lui dis non, on doit pouvoir régler ce problème, on doit finir de discuter et tout. Je veux pas la laisser comme ça, donc je me mets devant la porte. Elle me rentre dedans. Elle veut forcer, elle me rentre dedans. Elle tombe. Elle me dit je l'ai tapé, je l'ai frappé. J'ai dit merde, là je suis en danger parce que là elle peut appeler les policiers, elle va mentir, je vais me trouver dans les problèmes. J'appelle un de mes potes qui était dans la même ville et je lui dis j'arrive chez toi, là je peux pas rester chez moi, j'arrive chez toi. Donc j'arrive, je lui raconte ce qui s'est passé. Lui était même pas au courant de tout ce qui s'était passé depuis le début, il savait pas que je disais ça. Faut dire aussi que j'avais même pas parlé ça à mes parents, j'étais seul à vivre ça, elle de son côté. Ses parents étaient au courant et tout, mais moi de mon côté, il y avait personne. Donc il me prend, il me fait sortir, on va dans des bars pour essayer de changer les idées. Je dors chez lui et le lendemain, je reviens à la maison. On se pose, on discute, on vient à la conclusion qu'on peut plus vivre ensemble au stade où on est arrivé, qu'il faut que chacun ait son espace et que le plus tôt sera le mieux, quoi. Dès que je trouve du travail, je déménage et on va faire garde partagée 2 semaines chez moi, 2 semaines chez elle, la petite restera. Donc, on tombe d'accord dessus. Elle me force à en parler à mes parents parce qu'elle voit que je suis un peu isolé. Je suis au milieu de sa famille et de ses proches. J'ai personne comme soutien. Donc, comme je dis, elle me force et elle appelle même mes parents quoi, pour leur dire qu'il a quelque chose à vous dire et tout. Donc, je parle à mes parents, je leur fais comprendre que c'était compliqué. Voilà ce que je vivais tout ce temps-là. Ils me font comprendre aussi qu'ils sentaient qu'il y avait un problème, que j'étais plus la même personne, j'étais un peu éteint, effacé, différent d'habitude. Et que voilà, ils étaient là et si j'ai besoin de quoi que ce soit, qu'ils sont là. Ma mère vivait en France à cette période-là. Donc je partais la voir assez souvent. Je prenais le train pour aller la voir assez souvent pour tant qu'elle est au courant, moi je suis venu me confier par ma mère. Donc j'étais pas très présent à la maison pour ma fille et pour ma copine. Donc, j'ai fonctionné comme ça jusqu'au mois de janvier de l'année qui a suivi, donc en 2020. J'ai pu trouver du boulot. C'est pas dans un secteur d'activité dans lequel j'avais fait mes études. Je me suis dit, bon, je trouve quelque chose, au moins je suis indépendant. Je peux déménager maintenant et voilà. Donc, je fais mon déménagement. Et chose étrange, la date à laquelle j'ai choisi de déménager, quand le jour arrive, je suis en train de déplacer mes affaires et tout. Elle me demande pourquoi je suis pressé de déménager. Elle était plus trop sûre. Je pense qu'elle avait beaucoup d'hésitation. Elle savait plus trop ce qu'elle voulait au stade où on est arrivé. Donc, elle me dit que non, je peux attendre et tout. Je suis obligé de déménager immédiatement. Je dis, bon, mais c'est déjà fait. Mon bail commence à telle date. Je déménage, quoi. Que, bon. Voilà, je suis toujours pas loin. Je suis à 15 minutes à voiture. Je suis prêt à m'ouvrir la petite facilement. Il n'y a pas de problème. Donc, on fonctionne comme ça. Mais elle a toujours on a toujours des rapports un peu bizarres. Par bizarre, je veux dire, on n'est plus ensemble, mais elle veut toujours qu'on fasse des activités ensemble, qu'on arrive au resto, même si on n'est pas un couple, on n'est plus un couple, qu'on passe du temps ensemble. J'étais pas trop à l'aise avec ça. J'avais accepté dans un premier temps, je pense que j'étais faible. J'ai accepté dans un premier temps, mais avec le temps, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Ce truc-là n'est pas pour moi. Et on a fonctionné comme ça pendant 1 an encore. Et au bout d'1 an, je me suis dit cette vie n'est pas pour moi. J'ai un pays, je peux rentrer chez moi. C'est vrai que ça sera compliqué, ma fille va rester ici, ça sera des va-et-vient entre Abidjan et la Belgique, mais je vais prendre sur moi et on va fonctionner comme ça. Donc j'en avais pas parlé dans un premier temps, j'en ai parlé à ma famille leur disant que j'allais quitter la Belgique pour rentrer, que je me sentais pas à l'aise ici, que j'ai l'impression que ma vie tourne en rond. Ils m'ont encouragé. Donc, j'ai pris mon billet et j'ai essayé de faire vendre mes meubles, toutes les affaires que j'avais avant de partir, vendre ma voiture et rentrer. Donc,
j'ai pu le faire et je pense que lorsque j'avais fini de gérer tout ça, en même temps, je lui ai annoncé que bon, dans un mois, je quitte la Belgique, je rentre chez moi. On va essayer de fonctionner comme ça. J'essaierai d'avoir la petite en été en général et elle la gardera la majeure partie de l'année. Et voilà, donc on est tombé d'accord dessus. C'était un choc pour elle. Elle s'attendait pas à ce que je quitte, je pars. Donc, je finis par rentrer à Abidjan. C'était pas facile dans les premiers mois. J'allais pas bien. J'avais un sentiment d'échec d'avoir sacrifié tout ça finalement pour rien. Bon, j'avais pas pour rien aujourd'hui parce que j'ai ma fille avec moi. C'est le meilleur cadeau que j'ai pu avoir de cette relation. Je me laisse une période de 6 mois. J'essaie de me retrouver un peu avant de commencer à chercher quelque chose. Je vous dis que j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis laissé perdre de 6 mois, mais au bout de 3 mois, j'ai un pote qui m'appelle. Ah, j'ai ce contrat de freelance là où tu vas analyser le cours du prix du blé et tout. C'est ce qui m'intéresse. Ça colle exactement à ce que tu as fait. Donc voilà, il me donne ce contrat là. Donc de septembre jusqu'à février, je fais ça. Et après ça, je trouve un boulot dans une boîte de la place. Donc j'ai pas eu vraiment une période de chômage quoi. Quand je suis rentré bizarrement, alors qu'en Belgique c'était super compliqué. Quand je suis rentré ici, les choses se passaient plutôt bien. J'arrive à payer ma pension alimentaire. J'ai pas vraiment de pension alimentaire à payer vu qu'on n'est pas passé devant un juge, mais on va dire, j'ai même pas dit par devoir. J'ai été élevé comme ça. J'assume mes responsabilités de père, donc je fais mes virements tous les mois pour la pension alimentaire et tout. Donc on a fonctionné comme ça, mais les relations étaient devenues compliquées. Communication compliquée. On était juste censé communiquer autour de l'enfant, mais à chaque fois qu'on doit communiquer, c'était compliqué. Si c'est pas des injures que me balance, c'est de l'agressivité, ouais, me gaslight et transforme mes propos, jusqu'au point où je suis arrivé à un niveau où je dis, bon, j'ai plus à tolérer tout ça. Donc, pour mon propre bien, j'essaie de couper les ponts. Donc, et rendre la communication beaucoup plus formelle, de façon à ce que ce soit balisé. Donc, on a essayé de communiquer par mail maintenant. Donc, mes échanges avec elle se font par mail pour moins me protéger et éviter de devoir subir son agressivité. Donc, voilà. J'essaie au maximum de préserver la petite, de ne pas réagir aux attaques de sa mère. Et j'ai même eu à lui dire, je pense il y a 2 ans de cela, que tout ce que je le fais pour notre fille, que tu es la mère de ma fille, on était ensemble, ça n'a pas marché, c'est vrai, mais cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. C'est nous qui l'avons envoyé sur Terre, donc je ne ferai jamais rien pour toi te faire du mal, pour t'impacter, pour que tu n'ailles pas bien, parce que si toi tu vas pas bien, ça impacte moi, ma fille. Et j'ai l'impression que depuis que j'ai dit ça, elle a compris un peu comme si c'était ma fille, c'est ma faiblesse. Donc elle se sert de l'enfant pour me faire du mal. Donc je trouve que c'est dommage, mais je sais au maximum de préserver cet enfant. Je pense que elle aussi un peu est hyper sensible, donc elle a tendance à pick up les émotions des autres. Donc elle comprend très bien que c'est compliqué entre sa mère et son père. Je le vois des fois quand je l'appelle sur son iPad, si sa mère est à côté, elle va s'isoler un peu pour me parler dans sa chambre. Elle sait que c'est compliqué. Bon, j'aurais aimé que ce soit dit autrement, mais bon, la vie est ainsi faite. Donc comment on fonctionne? Ma fille vient en général en été ici et quelques fois en décembre, un Noël sur 2. Et moi, j'essaie d'aller là-bas le plus souvent possible, quoi. Des fois, il y en a 2 fois par an. Donc, elle voit son père, mais elle ressent vraiment l'absence et la séparation de ses parents. Parce que je vois des fois quand elle me dit ah, elle est la seule de sa classe dont les parents sont séparés. Pourquoi elle ne peut pas avoir son papa à côté? J'essaie de la rassurer en lui disant que bon, t'as pas ton papa à côté, mais papa t'appelle tous les jours. Papa est présent. Papa essaie de garder une routine avec toi. Il est présent, tu le vois, tu arrives à le voir, il te fait venir au moins 1 à 2 fois par an, faut que tu passes du temps avec lui. Et voilà, lorsqu'il y a des réunions importantes, si je peux me rendre disponible. Par exemple, en juin, j'étais par exemple à la réunion de parents d'élèves. J'essaie de caler mes congés. Je suis à la réunion de parents d'élèves, je suis allé la voir. Et voilà, j'essaie d'être présent au maximum pour ne pas qu'elle sente mon absence. Ça demande beaucoup d'énergie, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Essayer d'apporter de la stabilité à cet enfant.
c'est un peu ma meilleure amie. Moi, je me confie pas à elle, c'est un enfant, elle comprendra pas, mais on discute de tout et de rien. Lorsqu'elle elle en pince pour un de ses petits amis. Je suis la première personne à qui elle vient parler. Donc voilà, on a une très belle relation. Même si ça n'a pas marché avec sa mère, je pense que la conclusion, c'est que, en dépit de tout ça, j'ai eu un très beau cadeau dans cette affaire qui est ma fille. J'ai pas de regrets au jour d'aujourd'hui. Comme je le disais au départ, avec le temps, j'ai pu comprendre ce par quoi elle traversait, les blessures peut-être qu'elle a pu avoir, dont j'ai été responsable aussi, et pourquoi elle a pu poser cet acte-là. Peut-être que le gars était présent à ce moment-là, moi, j'étais pas trop présent. Elle s'est sentie plus aimée par lui, donc voilà quoi. La chair est faible, elle est tombée. Donc aujourd'hui, j'ai pas d'animosité ou de rancœur. Je souhaite qu'elle soit épanouie dans sa vie, puis voilà, que nos relations soient bonnes juste pour l'enfant. Pour moi, l'amour, c'est un choix. Avoir quitté ma vie au Canada pour la mère de ma fille, c'est un choix. En dépit de tout ce qu'on traversait, je m'étais focus en tout cas sur la version d'elle que j'avais, c'est-à-dire une belle personne qui était vraiment présente pour moi, avec une belle connexion. Et en dépit de tous ces défauts, tous ces problèmes qu'on avait, j'étais toujours focus sur la raison pour laquelle on s'était mis ensemble et ce qu'on avait vécu. Donc pour moi, ça a été un choix de l'aimer, en dépit de ce qui s'est passé. Donc je dirais pour moi, l'amour, c'est un choix. C'est choisir d'aimer en dépit de tout ce qui peut arriver. Bon, on vous a dit que ça allait être chic. C'était chic ou bien c'était pas chic? Très chic, hein, très chic. Bah, Aïssata a enregistré seule et du coup, quand j'ai écouté, en fait, chaque 2 minutes, je tombais des nues, en fait. Je me rappelle pendant l'enregistrement, j'étais tellement dans l'histoire que j'avais oublié qu'on enregistrait et à un moment donné, l'invité a dit son propre prénom et puis c'est lui-même qui s'arrête, il dit: «Mais dis mon prénom!» J'ai dit: «Eh pardon? Faut m'excuser, moi j'étais trop dans l'histoire». Ouais, waouh, incroyable. Qu'est-ce que tu en as Il pensé? y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai juste eu beaucoup de mini réflexions sur quelques instances, quelques sujets. Hem, toute histoire a 2 versions, bien sûr. Donc je ne peux que me baser sur la version que nous avons écoutée. Ouais. Mais il y a une partie de moi dans la version qu'on a écoutée où je me dis: «Ah, copine, arrêtez la pilule et puis ne pas dire à ton partenaire là, bon». Ouais, 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 ouais. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est un piège, mais c'est pas cool. Je me dis juste, c'est vrai qu'en général, bon, on est des femmes, on contrôle nos corps et puis quand on veut quelque chose, on y va, mais ça reste un parcours à 2, quoi. Donc je pense que ce serait toujours bien d'informer l'autre personne avant de prendre de grandes décisions comme ça, pour ne pas être déçu après par rapport à peut-être comment la personne va réagir et tout ça. Ouais, exactement. Il y avait aussi, un parcours, psychologique. Je trouve que c'était une bonne initiative pour, essayer de régler les choses entre, les 2. Je trouve que notre invité a, aussi pris du recul pour lui-même aller consulter, Mmh. ce qui est très important. Ouais. Et on en parlait, hors caméra, mais je pense que tu voulais y venir par rapport au postpartum. Je pense que ça aurait été intéressant d'inclure un parcours psychologique dans le postpartum qui n'est pas souvent, compris dans son entièreté. Ouais et j'ai trouvé ça très, très bien, en fait, qu'il soit allé en thérapie de couple parce que je trouve que c'est rare pour des gens qui sont pas mariés ou mariés depuis longtemps ou qui ont un certain âge de prendre, cette décision-là et limite à la fin, quand je réfléchissais à l'histoire, je me suis dit: «Franchement, c'est juste dommage, en fait», parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient Ouais. pour rester ensemble. Je pense que chacun d'entre eux s'est donné au top de ce qu'il avait à offrir à ce moment-là et quand ils ont pris l'initiative d'aller voir un thérapeute, je me suis dit: «Ça, c'est bien parce que vous vous donnez vraiment une chance et puis si ça marche pas, ça marche pas», tu vois? Ouais. Vous avez essayé et c'est cool aussi de voir des hommes, de nos milieux, de nos cultures qui sont ouverts à ça et qui ont même les mots appropriés pour parler de leurs sentiments, de ce qui se passe dans leur tête et cetera, pour aller consulter. Mmh mh. Le nombre de fois ici qu'on entend que: «Ah ça c'est les trucs des faibles, ça c'est les trucs des blancs» Des blancs. ou «Ça c'est pour vous les femmes, qu'est-ce que tu vis que tu ne peux pas juste gérer? Quand vous partez, vous parlez de quoi? Gna gna gna». Mais ça, c'est vraiment notre société entière, que ce soit, de ta tante qui te dit: «Mais, qu'est-ce que tu fais depuis je ne sais combien de temps?» Moi, on me dit souvent: «Mais qu'est-ce que tu fais, chez la thérapeute encore?» C'est genre: «Toi, tu as tous les problèmes du monde et tout», mais
on n'a pas une culture de, je sais pas, est-ce que je peux aller aussi loin et dire on n'a pas une culture de self-analysis, en fait. Je sais pas, moi, je pense que on n'a pas souvent envie de se remettre en question et la psychologie, c'est pas seulement quand on a des problèmes. Et je me dis aussi par contre que dans nos cultures, c'est vrai que les gens vont pas voir beaucoup de psy, mais c'est souvent en fait vers des autorités religieuses que les gens se tournent. Ce qui peut être bien par moment quand tu es en face d'un prêtre, pasteur, imam qui est équipé pour pouvoir t'aider, et tu en as qui le sont parce qu'ils ont les bonnes méthodes. Mais tu en as aussi quelquefois, en fait, ils sont tout aussi paumés que ton pote avec qui tu aurais pu raconter l'histoire. Mais bon, Ouais. pour rebondir sur le postpartum, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la deuxième fois que j'entends justement des hommes qui racontent des histoires qui n'ont pas bien fini et qui se rendent compte qu'à des moments cruciaux de leur histoire, là où ça n'allait vraiment pas, en fait, leur femme était en postpartum. Et déjà, ils ne savaient pas du tout ce que c'était le postpartum. Et donc, en plus de ça, ils n'avaient peut-être pas l'indulgence qu'il fallait pour pouvoir gérer ou pouvoir se dire, en fait, pas que c'est pas réel, mais genre, OK, c'est pas grave, on va revisiter ces sujets-là plus tard parce qu'en ce moment, elle vit quelque chose de difficile. Donc, je sais pas par quelle mesure est-ce qu'on peut sensibiliser encore plus de personnes au postpartum parce que je pense que même toutes les femmes ne savent pas quelquefois qu'elles sont en postpartum. Totalement. Donc, c'est pas rien. Ah, quelqu'un qui crée un enfant dans son ventre, ses hormones sont mélangées, genre. Je trouve que les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés, en tout cas pour ma part, ça m'a beaucoup aidé de voir des gens qui ont la vulnérabilité de venir montrer ce par quoi ils sont passés. Même sur ce à quoi mon corps allait ressembler après l'accouchement. Si j'avais pas vu des vrais corps sur les réseaux sociaux, j'aurais paniqué. Il y a ça, il y a le fait que les gens parlent de leur couple après grossesse. Et ça aussi, c'est bien de savoir que tu n'es pas seul en fait, il y a un réajustement à faire en Mhm. fait et que c'est pas mauvais en fait. Mhm. Et c'est mieux quand tu sais qu'on va réajuster telle ou telle chose pour pouvoir mieux s'entendre. Ouais. Ouais. Ouais, absolument. Franchement, vive les réseaux sociaux parce que pour ce coup-là, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et donc, j'espère du coup que c'est des contenus qui sont pas consommés que par des femmes pour que les hommes Ouais, aussi puissent exactement. consommer et comprendre. Euh, Ouais, c'est à part important. ça, dans les autres sujets par rapport à cet épisode, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Je dirais juste que c'est intéressant de voir des cas d'infidélité qui viennent de la femme, comme tout le temps on entend l'inverse. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes, je trouve, dehors qui sont tout le temps en mode moi, ma femme me trompe, je la quitte et tout. Et c'est pas tout le temps le cas déjà. Ouais, c'était intéressant de voir effectivement que c'était pas le cliché de «Ouais, je la quitte» en fait. Exactement. Effectivement, ouais, Ouais. ouais. Il a essayé de comprendre et même il y a un moment, dans l'épisode où il parle de se remettre en question. Est-ce C'est que ça. c'était de sa faute parce qu'à un moment, il a décroché, il n'était Mmh. pas présent même Mmh. si il s'appelait tout le temps? Ouais, c'est C'est vrai. ça. Mmh. Et je pense avec du recul, je pense que c'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui, en fait, ce qui aurait pu mener Ouais. sa compagne à, aller vers une infidélité et donc c'est un rappel, en fait, que c'est vrai que je vais pas venir ici défendre l'infidélité, mais beaucoup de fois, il y a un contexte qui peut mener à ça et donc c'est bien quand les gens sont capables de se remettre en question pour dire: «Qu'est-ce que j'ai pu faire qui aurait pu contribuer à ce climat et à cette décision?» Donc c'est tout. C'était franchement, très bel épisode. Franchement, ouais. Et on encourage plus d'hommes à venir raconter des histoires aussi Ouais, vulnérables et ouais, aussi ouais. intéressantes. Vraiment, on vous cherche depuis, hein. Venez. Voilà l'exemple d'un homme africain qui est venu. Voilà, Ouais. ça veut dire que vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Non, je blague. En tout cas, on vous attend. Ouais. No pressure, but pressure. Et en attendant que vous veniez raconter vos épisodes, on vous attend au moins au prochain épisode pour que vous l'écoutiez. OK. À bientôt. Bye!